Donc, je le dis à l'échelle macro, mais on retrouve ça à une échelle micro, à l'échelle d'un district sanitaire, d'une province, où des ONG variées ont des conceptions très différentes de l'action. Et même d'ailleurs, et je termine là pour ça, mais on voit par exemple, il y a un style, je ne veux pas faire de chauvinisme d'action du tout, je veux juste faire un constat, disons, un peu sociologique sur ce plan-là. Il y a des styles nationaux qui s'exercent et qui renvoient à nos mentalités coloniales, qui renvoient à une histoire longue, comme par exemple le style direct des Français et le style indirect des Britanniques et des Anglo-Saxons, donc qui renvoient à des formes de pouvoir colonial qui s'opposaient et qui sont reproduites jusque dans leur opposition par des ONG aujourd'hui qui n'ont pas forcément conscience qu'elles s'appuient sur des modèles d'auparavant. Donc, bon, de fait, il faut arriver à se mettre d'accord. Et on n'y parvient pas toujours. Alors là, on a un véritable problème. Et il me semble qu'aucun dispositif global de l'action ne peut rendre compte de ces difficultés réelles. Or, ces difficultés réelles, ce n'est pas un détail de la chose, puisque c'est au contraire la mise en œuvre, c'est le premier mouvement de l'action, c'est-à-dire la façon dont chacun conçoit et met en place ces dispositifs d'aide. Là, il faut prendre en compte le fait qu'il y a des frictions, et moi, je ne crois pas que ce soit aux Nations Unies d'arbitrer entre les choix différents. D'abord parce que c'est mettre les Nations Unies dans une position impossible. À partir de quoi? De préférences personnelles, de politique générale. Non, généralement, c'est aux autorités locales. Il y a une sorte d'impensé et de non-dit dans toute cette histoire qui apparaît en creux là dans toute notre discussion, c'est les autorités locales. On n'en a pratiquement pas parlé, enfin autrement que de manière allusive jusqu'à présent, comme si c'était une sorte de tiers exclu, enfin pas au sens philosophique, mais au sens politique du terme. Mais bon, c'est quand même sous leur autorité, même lorsqu'elle est virtuelle, que tout cela se passe. Et je pense qu'il y a une responsabilité qui leur revient à elles et à elles spécifiquement. La parole, oui, vous vouliez répondre, Thomas, peut-être? Juste très vite. Je suis quand même, Monsieur Vraiment, je constate quand même que vous attribuez à l'ONU des activités et des aspirations qu'elle n'a pas. On n'envisage pas de diriger ou de dire la limite est là où vous pouvez faire ça ou tel doit faire ça là-bas. C'est pas du tout ce que nous voulons. Mais c'est ce qui se passe. Mais enfin, écoutez, je vais sur le phare. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Écoutez, vous avez apparemment pas très bien entendu ce qui a été dit dans cette salle. Mais là, on parle des modalités. Mais on parle de choses concrètes, on parle de l'action au jour le jour. Vous attribuez à l'ONU des forces ou des aspirations qu'on n'a pas. C'est pour ça que j'ai tout à l'heure, je m'attendais à ces remarques. Il y en a plein qui sont tellement justifiées. Mais il y a plein de choses, je pense que dans la maison des ONG, il y a beaucoup de choses à mettre à l'ordre aussi. Oui, absolument. Et quand j'ai posé cette question, on a ri un peu, mais j'ai pas entendu vraiment ça doit venir des deux côtés. Et puis au sein de l'ONU aussi, et ça c'est l'embarras parfois pour OCHA, on a les peacekeeping, on a le Conseil de sécurité, puis on a OCHA qui est juste une petite partie de l'ONU, qui s'engagent peut-être plus que les autres avec les ONG, avec des autres acteurs humanitaires. Et pour nous, c'est pas toujours très facile. Et je la mets. Et c'est pour ça que beaucoup de commentaires sont tout à fait justifiés. Et puis pour nous, c'est comment dire, un ongoing struggle pour nous aussi, pour trouver notre place et de nous positionner au sein de notre propre organisation globale et vis-à-vis des autres acteurs. Mais c'est pas le but de toute cette réforme humanitaire pour dire exactement comment on doit faire quoi. Le but c'était pour rendre un peu plus de structure, un peu plus de cohérence et transparence. Aussi parce que on ne peut pas oublier, nous travaillons tous, l'ONU comme les ONG, ou comme beaucoup d'ONG, avec des fonds qui viennent des pays donateurs. Et ce sont eux aussi qui sont partie demandante parce qu'ils veulent voir un peu plus de clarté ce qui se passe. Aussi sur le niveau de coordination, parfois, moi j'ai vécu des situations où sur le terrain, on avait des donateurs qui faisaient une visite terrain, on était dans le bureau d'OCHA avec plusieurs ONG qui travaillaient tous dans le même camp de déplacés, et puis les donateurs demandaient il y a combien de déplacés internes, et les chiffres variaient de 20 000 à 33 000. Oh. Ah, mais chaque ONG avait un autre chiffre.
C'est pas sérieux. Le donateur disait ça, c'est pas sérieux. Et c'est pour ça que est-ce qu'il n'y a pas de moyens pour faire de sorte, au moins, il y a quelque part un peu plus de. Et ça, c'était pas le chiffre de nous. Je peux dire un mot là-dessus. D'abord, que les choses soient claires. Je parle ici en tant qu'habitué de ces réunions. Notre raison d'être ici dans ces 5 essais du CICR n'est pas de faire du UN bashing. On parle là d'une question particulière. Oui, non, mais mais ça se trouve comme ça parce qu'il y a un sujet aujourd'hui qui s'y prête et il y a des critiques qui sont adressées aux Nations Unies. Mais c'est pas du tout l'esprit général de ça. Maintenant, l'exemple que vous donnez est particulièrement intéressant. Moi, je pourrais vous en donner des plus forts encore, des variations du simple de 1 à 2,5, de camps qui étaient même plus petits que ça, c'est-à-dire des camps qui sont évalués à 7-8 000 personnes par les uns et à 20 000 par d'autres, donc de 1 à 2,5, alors qu'on a l'impression qu'un compte 1 par 1 serait possible étant donné la taille très réduite des choses. Mais ça, permettez à quelqu'un dont la formation au départ est l'épidémiologie, ça c'est un problème pratique et politique extrêmement complexe. L'évaluation quantitative des populations concernées, que ce soit les réfugiés ou les déplacés, c'est un problème qui pour l'instant n'a absolument aucune solution, sur lequel à mon avis il y a un travail considérable à faire, parce qu'il y a des possibilités de solutions qui sont envisageables. Mais dans le dispositif actuel, et les clusters ne répondent pas du tout à cela, ni la réforme des Nations Unies, ni rien de ces dispositifs organisationnels, disons, ne répondent à ça. La seule chose qui répondra à ça, c'est de mettre en place des équipes de chercheurs indépendants. C'est donc des gens qui sont totalement en dehors de ces histoires et qui viendront faire des évaluations quantitatives. Tant qu'on n'aura pas des évaluateurs indépendants, en dehors de toute forme d'organisation, donc équipes de recherche, universitaires, centres de recherche, peu importe, on aura des chiffres qui sont absolument fantaisistes. Pour l'instant, sachez aussi bien pour le Kivu, pour le Darfour, pour tous les chiffres qui circulent de l'IRC sur les 5,5 millions de morts du Kivu, c'est une fantaisie macabre. Mais c'est repris comme si c'était une réalité objective par tout le monde, alors que ça ne tient pas debout. Ça ne tient absolument pas debout. Mais ça a une grande importance parce qu'on fait des calculs. À partir de ça, combien de nourriture, combien de médicaments, combien de véhicules, etc. Donc ça a des conséquences considérables, alors même qu'on ne s'interroge pas une seconde sur les origines. Mais bon, je termine là-dessus, mais je voulais absolument réagir sur ce point-là pour montrer qu'il y a un problème important qui conditionne la fabrication du dispositif de l'aide n'est absolument pas traitée et n'est même pas considérée comme un problème dans l'ensemble. Alors qu'on voit partout ce que vous dites. Moi, je l'ai vu au Tchad il n'y a pas si longtemps. J'étais absolument dans le bureau d'un délégué de l'OCHA, d'ailleurs, au-dessus d'Abéché. C'était là que j'avais vu. Ces chiffres étaient confidentiels. Comme c'est un ancien du CICR, qu'on était copains, il me les a montrés et tout, donc je ne veux pas dire son nom ni l'endroit, mais c'était des chiffres confidentiels. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'était confidentiel. Pourquoi est-ce que c'était confidentiel? Personne ne peut comprendre pourquoi des chiffres de réfugiés dans un pays où ils sont officiels, où ils sont accueillis comme tels, où le HCR a un mandat, sont des chiffres confidentiels. La seule explication que je vois, c'est qu'ils sont ridicules. Donc on ne veut pas les montrer, mais ce n'est pas l'idée qu'on se fait de la confidentialité en général.